concepts, catégories et principes dont on va vous parler maintenant. Et pour ça, 4 orateurs ont préparé un exposé. Il s'agit de Madame Alexia Houten, qui a déjà rejoint sa place. Elle est chercheuse qualifiée du Fonds national de la recherche scientifique, professeure ici à l'UCL, et aussi à l'ULB, une institution amie. Elle sera rejointe... Non, il n'y a pas d'ironie. Elle sera rejointe par Frédéric Manius, qui est assistant en droit commercial et en droit des sociétés. Il est aussi notaire à Jambes. Olivier Maréchal, qui est là au bout de la table, qui est assistant en droit des sociétés et avocat au barreau de Bruxelles. Et David Safran, à côté de lui, qui est, lui, avocat au barreau de Bruxelles et également membre du conseil de surveillance de la FSMA. Je laisse tout de suite la parole à Alexia. Voilà, chers participants, chers collègues, chers amis, comme l'a annoncé mon collègue et ami Henri Culot, il sera ici question de notions, de concepts et de principes. Alors je me suis souvenu que le philosophe Gilles Deleuze soutenait péremptoirement que parmi tous les savoirs, c'était la philosophie qui possédait le pouvoir de créer des concepts. Et je me suis dit que finalement Gilles Deleuze n'avait vraisemblablement pas fréquenté beaucoup de juristes. Alors donc, durant cette intervention, nous allons organiser notre exposé de la manière suivante, selon le slide qui s'affiche actuellement sur le grand écran. Et en ce qui me concerne, il me revient, ou il m'incombe plutôt d'ouvrir le bal et de vous parler de quelques distinctions, quelques nouvelles distinctions qui sont contenues dans le nouveau code que je vais confronter tant que faire se peut pour partie au projet de réforme du droit de l'entreprise, puisque dans l'hypothèse où certains d'entre vous l'ignoreraient, il y a aussi donc sur la table actuellement du gouvernement un grand projet de réforme du droit de l'entreprise du 7 décembre dernier, qui à bonne source est actuellement est actuellement devant la Chambre, l'avis du Conseil d'État ayant déjà été rendu et qui est pensé, en tout cas pour certaines de ces parties, comme étant ou devant être en congruence, en cohérence avec le projet de code des sociétés dont il est question aujourd'hui. Alors je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet pour souligner d'abord, comme spécifié précédemment, que la réforme du Code des sociétés a vocation donc à s'organiser autour d'un triptyque intégré de normes qui régissent les sociétés, les associations et les fondations, et que ces 3 entités-là deviennent automatiquement des entreprises au sens de la nouvelle définition du code du droit de l'entreprise, sur laquelle je reviendrai ultérieurement. Et donc ces 3 entités n'ont plus vocation à se distinguer sur la base d'activités autorisées ou sur la base du but lucratif ou non qui préside à leur action. Alors peut-être 2 petits points d'attention. Que penser de cette ambition d'uniformisation des formes ? Au fond, on pourrait peut-être dire qu'elle n'est que partiellement achevée, puisque malgré le fait que vous allez avoir un code unique, les particularismes de chacun des droits sont encore grandement maintenus. Et deuxième chose, s'agissant alors du volet droit des sociétés, il en va de même, puisque le code contient certes des règles applicables à toutes les personnes morales, au niveau de la dénomination, la constitution, la publicité, mais que finalement, à l'exception des principes relatifs aux apports et aux contrats de société, il a renoncé, enfin le législateur semble avoir renoncé à l'édiction de dispositions qui seraient communes à toutes les sociétés. Alors, deuxième aspect, qu'il y a donc une nouvelle grande summa divisio entre les sociétés et les associations, qui est fondée, comme l'a dit Yves de Kort, sur un nouveau critère qui est lié à la distribution ou l'absence de distribution d'un avantage patrimonial direct ou indirect. Et donc, en termes de points d'attention ici, on peut peut-être se demander s'il y a encore une place et comment va être décliné le fameux principe de spécialité légale en droit des sociétés et comment va-t-on appréhender
comme on l'a fait par le passé, la problématique des actes gratuits qui seraient posés au nom de la société par un dirigeant. Par exemple, ce fameux exemple du cautionnement libéral d'un emprunt souscrit par une société tierce contrôlée par un dirigeant. Ça, c'est peut-être une question qu'on aura à se poser par rapport à l'application de ce nouveau critère. Alors, troisième élément, c'est la disparition de la différence entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Et cet aspect-là, évidemment, résulte aussi d'une cohérence qui est recherchée avec le projet de réforme de droit de l'entreprise qui met fin à la notion qui était déjà en voie d'obsolescence depuis un certain temps de commerçant. En conséquence de quoi, également, le nouveau Code des sociétés va abroger l'interdiction qui est faite aux associations de se livrer à des opérations commerciales ou industrielles. Alors, quatrième chose, c'est que s'agissant des sociétés de personnes, par opposition aux sociétés de capitaux, la société qualifiée de simple devient la forme de base. Et cette société simple est pensée comme pouvant ensuite évoluer en adoptant la personnalité juridique et devenir soit une société en nom collectif, soit une société en commandite. Et la source doctrinale d'inspiration du législateur à cet égard est à trouver dans le modèle batave de la MATSCAP, où vous avez une coexistence entre un tronc commun de normes qui vaut pour toutes les sociétés qui ne répondent à aucun régime spécifique du Code, et puis des règles spécifiques qui viennent à s'appliquer lorsque la société en question décide de se doter de la personnalité morale. Alors, quatrième point, ça concerne un petit mot sur, ou cinquième point, pardon, sur les sociétés sans personnalité juridique et la notion de patrimoine. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'article 1 du projet de code, une des caractéristiques communes à toutes les sociétés, parce qu'il y en a quand même, malgré ce que je disais précédemment, ça réside dans le fait que celle-ci possède un patrimoine. Et donc, ce grand principe vaut aussi pour les sociétés sans personnalité juridique, comme l'atteste l'article 4.13, qui lui apporte alors la double précision suivante. Les biens apportés à la société ainsi que ceux résultant de l'activité sociale forment un patrimoine indivis entre les associés et les biens composant ce patrimoine social sont alors affectés à l'activité de la société, les associés ne pouvant prétendre y exercer des droits contraires à cette affectation. Alors ce qui me semble intéressant ici, c'est que s'esquisse une nouvelle approche du patrimoine sociétaire qui est inspirée de la théorie des régimes matrimoniaux. Au fond, selon le nouveau code, une société sans personnalité juridique ne peut certes être sujet actif ou passif de droit, mais elle est pensée comme étant titulaire d'une universalité indivise qui appartient techniquement aux associés, mais qui ne se confond pas avec leurs biens propres. Alors au fond, ici, peut-être un point d'attention, ou plutôt peut-être une question que je voulais soulever, mais avec grande prudence, parce que voilà, je n'ai pas le recul nécessaire, c'était de se demander au fond quelles pourraient être les conséquences de cette approche du patrimoine dans les autres branches du droit, par exemple. Singulièrement, une chose qui m'était venue à l'esprit, pour l'application de 1382, est-ce qu'on va raisonner différemment selon qu'il s'agit d'une société simple ou d'une société en nom collectif qui a la personnalité juridique? Est-ce qu'on va avoir une approche différente, par exemple, pour assurer la protection de la dénomination sociale, l'identification de la société dans le registre de la conservation des hypothèques? Est-ce qu'il y a des conséquences fiscales? Donc il y a peut-être toute une série de questions qui devront être éclaircies. Il semble qu'à ce stade, le législateur a déjà anticipé un problème de droit processuel, parce que dans le projet de réforme du droit de l'entreprise est proposée l'intégration d'un article qui vient modifier
l'article 703 du Code judiciaire et qui est rédigé de la manière qui s'affiche sur le slide. Donc je vais vous faire grâce de sa lecture puisque le temps nous est compté. Et donc il y a une procédure effectivement qui concerne l'assignation en justice des groupements sans personnalité juridique. Mais c'est une procédure, telle que l'article est rédigé, qui va s'appliquer aux personnes qui ont voulu s'enregistrer avec désignation éventuelle d'un mandataire, mais qui laisse, enfin, à mes yeux, encore incertain le point de savoir comment on va procéder pour les sociétés sans personnalité juridique qui n'ont pas effectué une telle démarche volontaire. Alors, dernier aspect de mon exposé, selon la nouvelle approche, comme je le disais précédemment, toutes les entités qui sont dotées de la personnalité morale se voient automatiquement qualifiées d'entreprises et soumises aux droits de l'entreprise qui se trouvent dans le Code de droit économique, dans le contexte plus large où la théorie de la commercialité a prochainement vocation à être abandonnée. Il y a une forme de déclinaison, si vous voulez, du principe allemand de forme Kaufmann, qui veut que toute société à forme commerciale est soumise ipso facto au droit commercial. Ça, c'est le principe allemand, avec ici l'idée que toute société, de par sa forme même, va devenir, cette fois-ci, juridiquement une entreprise. Alors, s'agissant de la notion d'entreprise et de ses vicissitudes, il y a donc une énième évolution qui est attendue pour cette législature. Alors, il faut peut-être faire un petit rétroacte, parce que le législateur avait déjà profité de l'insertion dans le Code de droit économique, l'insertion donc très récente du nouveau droit de l'insolvabilité, à savoir le livre 20 du Code de droit économique. Il avait déjà profité de ce moment pour les besoins du droit de l'insolvabilité, pour étendre la définition de l'entreprise et donc proposer une nouvelle approche qui se distinguait de la définition générale qui est prévue à l'article 1, petit 1 du Code de droit économique. Et pour peut-être ceux qui ne l'ont pas en tête, c'était cette définition générale de l'entreprise dans le Code de droit économique qui est prévue donc à l'article 1 est directement inspirée de la jurisprudence européenne issue du droit de la concurrence économique et définit l'entreprise sur base d'un critère matériel très large comme étant toute personne physique ou morale qui poursuit de manière durable un but économique. Et donc, récemment, le législateur a déjà, dans le livre 20, pour les besoins du droit de l'insolvabilité, modifié cette définition en offrant effectivement une approche qui est une approche formaliste et non pas matérielle. Et au fond, ce que dans la réforme du droit de l'entreprise qui est actuellement présentée devant la Chambre, le législateur veut faire, c'est rapatrier cette nouvelle définition du livre 20 dans le Code de droit économique de manière générale. Et donc, dans cette nouvelle définition, le législateur veut recourir à un critère, cette fois-ci qui est un critère organique, au lieu d'un critère matériel. En d'autres termes, l'entreprise nouvelle mouture, inspirée du livre 20, se caractériserait moins par son activité que par son organisation ou par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés. Et au fond, pour reprendre cette fameuse définition qui se trouve déjà dans le livre 20, il y a au fond trois types d'organisations qui vont correspondre à cette nouvelle définition d'entreprise et qui vont donc englober aussi bien les titulaires de professions libérales, qui étaient déjà d'ailleurs considérés comme des entreprises, les associations et les sociétés sans personnalité juridique. Alors j'avais affiché sur le slide tous les éléments de la définition ici pour que vous puissiez les visualiser. Mais alors, évidemment, tout ça ne serait trop simple si on n'avait pas aussi des exceptions
à ces principes. Alors on peut se consoler en repensant à la maxime de La Rochefoucauld, les inconvénients qui résultent des exceptions n'empêchent aucunement l'existence des principes. Alors au fond, la première exception ici que je voulais noter, mais qui ne se trouve pas sur le slide, c'est que en voulant adopter une définition formelle au détriment d'une définition matérielle, le législateur avait évidemment tout à fait pris conscience qu'il ne pouvait pas faire l'impasse sur la primauté du droit européen et que donc il ne pouvait pas complètement évacuer la définition générale de l'entreprise qui était basée sur un critère matériel et qui était issue du droit de la concurrence économique et du droit de la consommation. Et donc, au fond, ce qui a été décidé, c'est de n'appliquer la nouvelle définition générale formaliste que pour un certain nombre de sous-branches du droit économique, à savoir tout ce qui concerne l'immatriculation, l'insolvabilité, la solidarité et les obligations comptables. Pour ces 4 domaines-là, vous allez avoir une nouvelle définition de l'entreprise qui est cette fameuse définition rapatriée à partir du livre 20. Par contre, pour les volets du droit économique qui sont normés plus fortement par le droit européen, à savoir le droit de la concurrence, le droit des pratiques de marché, le droit de la consommation et aussi plus accessoirement toute la nouvelle réglementation des prix, on va maintenir l'ancienne définition générale qui est, elle, fondée sur un critère matériel. Ce qui m'a fait penser au titre d'une série de vieux sketchs de Gueluc intitulés « Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Parce qu'on aurait très bien pu, au fond, garder simplement la définition très générale du droit européen pour toutes les sous-branches du droit économique. Alors, au fond, juste une chose, je voulais vous signaler pour terminer que dans cette fameuse définition de l'entreprise du livre 20, vous avez encore 3 types d'entités qui vont échapper à la définition formaliste générale. D'abord, première exception, elle concerne effectivement tous les contrats d'association ou bien ce qu'on appelle les associations de fait qui ont un but désintéressé. Mais on peut peut-être se demander si cette exclusion ne va pas poser des problèmes au regard de l'application des principes d'égalité et de non-discrimination, singulièrement quand on prend en compte le fait que, s'agissant des procédures d'insolvabilité, où effectivement le fait de posséder la personnalité juridique n'est plus donc un critère déterminant, il pourrait effectivement y avoir une différence de traitement selon effectivement que vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'exception de l'article 20 ou bien que vous n'y êtes pas. Alors, deuxième exception, ça concerne toutes les personnes morales de droit public, avec l'idée, la justification, si vous voulez, selon laquelle, évidemment, les garanties qu'offre le droit public quant à ces personnes morales sont suffisantes et que le fonctionnement de ces personnes pourrait, le cas échéant, être impacté en cas d'application des dispositions du droit de l'insolvabilité. Mais bon, il n'est peut-être pas certain que cette référence qui est faite à la notion de personne morale de droit public soit totalement éclairante au regard du fait que c'est une notion qui est quand même fort discutée et controversée du point de vue du droit administratif. Alors on peut supputer évidemment que les entreprises à capitaux publics seront plutôt considérées comme des personnes morales de droit privé. Il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs dans l'actualité en ce moment autour de ces distinctions et seront donc à ce titre soumises au livre 20 et aux autres livres qui utilisent cette nouvelle définition, alors que par contre les entreprises publiques de services publics
où certaines entreprises publiques hybrides seront, elles, plutôt considérées comme des personnes morales de droit public. Et donc, pour faire cette démarcation, il faut voir qu'il y a quand même peu de précision dans les travaux préparatoires. Et alors, la dernière exclusion qui est prévue concerne effectivement l'État fédéral, les régions, les communautés, les provinces, etc. Et au fond, en lien avec ce que je viens de dire, on peut peut-être se demander quelle est l'utilité de ce dernier ajout, puisque précisément, à cet égard, il apparaît indiscutable que ces entités-là sont bien des personnes de droit public. Et donc, il y a peut-être lieu de s'interroger sur le caractère éventuellement superfétatoire de cette dernière exclusion. Voilà, j'en ai terminé là au pas de charge et je vais céder la parole à mon collègue Olivier Maréchal. Je vous remercie pour votre attention. Bien, il me revient désormais de vous présenter l'évolution des formes de société proposées par le nouveau projet de code des sociétés et des associations. Comme indiqué par Nikita Tissot et le professeur de Kort dans leur exposé sur les lignes de force du nouveau code, l'un des objectifs de cette réforme a visé à simplifier notre droit des sociétés actuelles. Et l'une des voies suivies pour parvenir à cette simplification a notamment consisté à vouloir limiter le nombre de formes sociétaires. Toutefois, ce travail de simplification ne s'est pas borné à une suppression pure et simple des formes de société pour lesquelles il m'aurait suffi de me limiter à énumérer les victimes ce matin. À la lecture du nouveau projet de code des sociétés, on constate d'emblée que la limitation des formes de société qui s'est matérialisée en fait de diverses manières. Certes, il y a eu certaines suppressions pures et simples, c'est le cas pour 2 formes de société. Je cite notamment donc la société coopérative à responsabilité illimitée, et deuxièmement, le groupement d'intérêt économique. À côté de la suppression pure et simple, une autre voie choisie par les auteurs a été différente. En réalité, ils ont choisi de transférer certaines caractéristiques principales qui étaient inhérentes à certaines formes de société pour les transférer à d'autres formes de société existantes. C'est le cas notamment de la société momentanée et de la société interne, dont les caractéristiques essentielles vont dorénavant se retrouver figé dans la société simple, qui est la nouvelle forme de société reconnue pour l'ancienne société de droit commun. Autre cas, c'est aussi l'hypothèse de la société en commandite par action, dont désormais les caractéristiques principales se retrouveront en tant que modalité des règles relatives au livre 7 du Code des sociétés, donc le livre 7 qui concerne les sociétés anonymes. En conséquence, donc, toutes les caractéristiques conférées jusqu'ici aux sociétés en commandite par action pourront subsister sous la forme de sociétés anonymes. Enfin, troisième et dernier cas choisi par les auteurs de la réforme, cela a été le fait pour les auteurs de choisir la technique de l'agrément. Donc, en conférant un agrément à certaines formes de sociétés existantes actuellement, ils ont permis de transférer les caractéristiques, ou plutôt les attributs spécifiques, notamment de la société à finalité sociale et de la société agricole, pour conférer à certaines sociétés dont la forme est relativement usuelle, telles que la société coopérative, cet agrément qui feront d'elles des sociétés coopératives étant agréées en tant qu'entreprise agricole ou en tant qu'entreprise sociale. Dans un souci de présenter cette question de manière synthétique, nous avons réalisé 3 tableaux comparatifs de l'évolution des formes de société dans le nouveau CSA, en prenant pour critère de distinction à la fois les sociétés de personnes, puis ensuite les sociétés de capitaux, et enfin les associations et fondations qui sont désormais régies par le nouveau CSA. En ce qui concerne tout d'abord les sociétés de personnes, vous trouvez dans les première et deuxième colonnes de ce tableau les formes de sociétés concernées. On retrouve tout d'abord dans la première colonne les formes de société telles que prévues par le Code des sociétés actuelles, et dans la colonne juste à côté, la nouvelle forme de société telle que prévue par le CSA. Et enfin, les colonnes suivantes résument quelques caractéristiques notables, pas exhaustives, des nouvelles formes de société prévues par le CSA. Tout d'abord, je souligne, en lien avec l'exposé du professeur Otten que nous venons d'entendre, que la nouvelle notion d'entreprise fait donc disparaître la notion et la distinction que nous connaissions entre les sociétés commerciales et les sociétés civiles. Toutes les sociétés seront désormais considérées de manière indifférenciée comme des entreprises.
Pour commencer, on observe que sur la première ligne, la société simple subsistera comme forme de base. Il s'agit donc de la nouvelle appellation, comme je l'ai déjà indiqué, pour viser l'ancienne société de droit commun. De ce fait, la société interne et la société momentanée deviennent superflues dans la mesure où on pourra conférer à la nouvelle société simple des attributs tels que le caractère occulte ou le caractère momentané que l'on retrouvait dans la société interne et la société momentanée. Vous pourrez l'observer, la société simple donc demeure la seule forme de société qui sera dépourvue de la personnalité juridique. Deuxièmement, à la deuxième et troisième ligne, on observe que le CSA maintient la SNC et la société en commandite. La SNC, société en nom collectif, et société en commandite, qui est l'héritage de l'ancienne société en commandite simple. Ces deux formes de société, vous pourrez le constater, constituent deux variantes supplémentaires de la société simple, dans la mesure où, en fait, on ne fait qu'ajouter la personnalité juridique à la société simple, à côté d'autres attributs spécifiques. Si l'on prend par exemple l'hypothèse d'une société en nom collectif, les associés recourront à ce type de société lorsqu'ils souhaitent conférer à leur société la personnalité juridique, mais également tout en continuant à bénéficier de la structure légère de la société simple, et y compris évidemment en demeurant personnellement et solidairement responsables en leur qualité d'associés. D'autre part, en ce qui concerne la société en commandite, les associés choisiront ce type de société s'ils souhaitent tout d'abord préserver la personnalité juridique de leur société, et tout en prévoyant la présence d'associés commanditaires, dont la responsabilité sera limitée à leurs apports, à côté d'associés commandités qui seront, eux, quant à eux, personnellement et solidairement tenus. J'en arrive à la dernière ligne de ce tableau. Donc, comme indiqué en introduction, le groupement d'intérêt économique est purement et simplement supprimé. Il n'était guère utilisé jusqu'ici et peut être remplacé par d'autres formes de sociétés que l'on retrouvera dorénavant, telles que la société simple ou encore une société en nom collectif, voire même une société coopérative. La société agricole disparaît certes en tant que telle, mais ses caractéristiques, comme je l'ai indiqué, seront donc désormais reprises sous la forme d'un agrément au sein de différentes formes de sociétés pour en constituer une variante spécifique. Dans le cas des sociétés de personnes, il est prévu que la société en nom collectif et la société en commandite pourront être reconnues comme entreprises agricoles dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par arrêté royal. J'en arrive à mon second tableau qui concerne les sociétés de capitaux. Alors, en ce qui concerne les sociétés de capitaux, on s'intéresse ici tout d'abord tout particulièrement à la société à responsabilité limitée, la SRL. Cette SRL est destinée à devenir la forme naturelle pour la grande majorité des sociétés. Ce seront donc celles qui cherchent à la fois un caractère fermé ou non, donc tant les petites que les grandes entreprises. Le principal changement de la SRL, comme on l'a déjà indiqué précédemment, est certainement la suppression du capital social. En conséquence, disparaît également la SPRL Starter qui n'aurait plus de sens. Autre disparition notable également, la disparition de la SPRL unipersonnelle, dans la mesure où la définition de la pluralité des associés ne constitue plus une caractéristique de la définition de la société en tant que telle. Gabriela de Pierrepont et le professeur Henri Culot reviendront en détail sur les détails de ces éléments au cours de leur exposé ce matin. Deuxième élément notable, en ce qui concerne les sociétés de capitaux, la société coopérative, qui va retrouver sa particularité historique, qui tend à promouvoir un modèle coopératif entre ses différents associés. À cette fin, la société coopérative pourra connaître 5 formes que vous retrouvez en bleu dans mon tableau. Elle pourra être une coopérative dite simple. Elle pourrait également être une coopérative qui revêt la forme d'une entreprise agricole. Elle pourrait être une coopérative agréée conformément à la loi du 20 juillet 1955. Quatrième forme, elle pourrait être une coopérative en tant qu'entreprise sociale. Et enfin, si elle bénéficie de cette forme d'entreprise sociale, elle pourrait être également agréée en tant que telle. C'est-à-dire une coopérative qui combinera alors les deux formes, les deux agréments que je viens de mentionner. En tant qu'évolution significative de la société coopérative, on note notamment, premièrement, l'exigence de capital social qui disparaît. Au même titre que le régime de la SRL, le capital social disparaît donc dans la société coopérative au profit d'une exigence de capitaux propres suffisant, à propos duquel nous aurons l'occasion de revenir plus tard.
Deuxième évolution significative, c'est la disparition de la société coopérative à responsabilité illimitée qui ne rencontrait plus un grand succès et qui disparaît donc purement et simplement. En ce qui concerne la société anonyme, pas de réel changement notable, si ce n'est qu'elle retrouve sa particularité historique, qui est celle de rassembler des capitaux. Donc la SA va redevenir la société qui est conçue pour les grandes entreprises qui ont un actionnariat important. Modification quand même à noter, c'est le lien que j'ai évoqué en introduction, à savoir le transfert des attributs spécifiques de la société en commandite par action qui sont dorénavant dévolus à la société anonyme qui pourra bénéficier des attributs que l'on connaissait au sein de la société en commandite par action, tels que notamment la présence d'un administrateur unique et solidairement responsable. Et enfin, pour terminer, dernière ligne de ce tableau, les formes juridiques européennes que nous connaissons subsistent, donc à savoir la société européenne, la société coopérative européenne et le groupement européen d'intérêt économique, qui subsisteront sans nul doute à cette réforme. Alors à ce stade, les éléments relatifs à ces formes de société européenne ne figurent pas encore dans le projet de code, de sorte qu'on ne peut pas encore donner plus d'indications à ce stade sur les éventuelles adaptations mineures qui pourraient en découler. Afin de respecter le délai qui m'est imparti, je vais passer sous silence le troisième et dernier tableau relatif aux associations et fondations. Et pour plus de détails à cet égard, je vous renvoie à la lecture des différentes présentations qui vous seront communiquées à l'issue de cette journée. En guise de conclusion, donc, comme vous avez pu le constater, le nouveau code ne propose pas un bouleversement fondamental des différentes formes de société. En définitive, on constate que peu de formes sociétaires sont supprimées purement et simplement. À la place, on constate plutôt une multiplication du nombre de variantes possibles pour chaque forme de société, comme c'est le cas et comme j'ai pu l'évoquer pour la société coopérative. On peut dès lors douter de l'existence d'une réelle simplification en la matière, mais on parlera plutôt d'un travail de modernisation ou de réorganisation des formes de société existantes. Donc je cède à présent la parole à Frédéric Magnus, qui va aborder quelques concepts spécifiques relatifs au nouveau Code des sociétés. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être ici avec vous. On va évoquer ensemble quelques notions, quelques concepts clés qui me paraissaient essentiels. Compte tenu du timing, je me permettrai d'évoquer certains concepts qui pourraient faire à eux-mêmes l'objet d'un colloque, d'être vraiment succinct et d'aller à l'essentiel. Alors concrètement, pour débuter l'examen, la notion de groupe de société par rapport à l'ancien code, le nouveau code maintient l'appréhension des groupes de la même manière. Donc concrètement, il n'y a pas de définition du groupe de société. L'approche juridique consiste à ne pas reconnaître au groupe de société une personnalité juridique distincte. Donc nous maintenons l'approche individualisante du Code des sociétés. L'approche individualisante, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle qui consiste à dire que lorsqu'il y a plusieurs sociétés, un groupe c'est plusieurs sociétés, eh bien, le Code des sociétés va aborder chacune des sociétés distinctement, ce qui peut parfois aboutir à certains éléments complexes dont le Code doit parfois pallier. Alors, le groupe de société continue à être appréhendé juridiquement par la notion de contrôle. Le contrôle, c'est la domination d'une société sur une autre, une influence décisive sur la gestion, comme le définit le Code des sociétés. On maintient donc la définition de contrôle telle qu'elle est prévue par les articles 5 et suivants du Code des sociétés. Le contrôle, c'est quoi? Par exemple, une société mère qui participe à l'assemblée générale de sa filiale et qui va désigner des administrateurs qui agiront conformément à ses aspirations. C'est le contrôle, puisque la société mère peut ainsi exercer l'influence sur ses filiales. Alors, on imagine bien que lorsqu'on est dans le cadre d'un groupe de société, il peut y avoir différentes difficultés. Une filiale qui s'appauvrit au profit d'une autre filiale. Qu'en est-il de la protection des actionnaires minoritaires? Qu'en est-il de la protection des créanciers de cette filiale? Eh bien, tout cela est alimenté au niveau juridique par deux manières d'appréhender le groupe de société. Certains droits appréhendent le groupe via une réglementation globale qui tend à régler tous les problèmes. D'autres lois nationales appréhendent le groupe à travers une réglementation ponctuelle qui
qui tend simplement à régler des problèmes spécifiques. Il y a eu des discussions au niveau européen, je vous passe le détail de tout cela, mais généralement, la doctrine, les théoriciens, ceux qui ont pu examiner le problème des groupes, avancent plutôt la réglementation ponctuelle comme étant favorable à la situation des groupes et par rapport à la flexibilité qui en découle compte tenu de la multiplication et la multiplicité des groupes qui peuvent apparaître en pratique. Le nouveau code adopte cette réglementation ponctuelle et par rapport à cela maintient la réglementation au niveau des conflits d'intérêts intragroupes qui était existante avec pas mal de modifications qui seront évoquées tout à l'heure par Madame Alice Hanouille. Autre élément important dans le cadre de la gestion d'un groupe de société, c'est le concept d'intérêt de groupe. Une filiale peut s'appauvrir au profit d'une autre société du groupe pour autant que certains critères soient respectés. Ces critères proviennent généralement, on l'évoque par rapport à une jurisprudence française qui est la jurisprudence Rosenblum, qui consiste à dire qu'une filiale peut s'appauvrir pour autant qu'il y ait un groupe structuré, qu'il y ait une contrepartie et que cette filiale ne s'appauvrit pas de manière telle qu'elle se sacrifie, qu'elle ne peut plus assurer sa survie, qu'elle deviendrait insolvable. On aurait pu se poser la question, par rapport à l'entrée en vigueur du nouveau code, de l'opportunité d'intégrer la définition de l'intérêt de groupe au sein du code, ce qui aurait permis à certains législateurs, ou plutôt certains groupes étrangers, de pouvoir examiner ce qu'il en est par rapport à la législation belge, par rapport à l'application de la gestion d'un groupe international. Le nouveau code n'intègre pas de définition de l'intérêt de groupe, donc on continuera à se baser sur la consécration prétorienne et donc la jurisprudence en la matière. L'intérêt social, maintenant, autre concept important du Code des sociétés. L'intérêt social, c'est la balise qui doit animer les actionnaires, les administrateurs par rapport aux décisions qu'ils doivent prendre en leur qualité. Les actionnaires peuvent bénéficier d'une responsabilité limitée, mais comme corollaire à cela, doivent faire attention à un autre intérêt que le leur. Les administrateurs, pour accomplir valablement leur mission, doivent également veiller à cet intérêt social. Cet intérêt social ne fait pas l'objet d'une définition, c'est une volonté assumée du législateur et a été appréhendé, défini par un arrêt de la Cour de cassation en 2013 qui précise que l'intérêt social est déterminé par le but de lucre collectif des associés actuels et futurs. Par rapport à l'intérêt social, on met généralement en avant deux conceptions. Une conception qui consiste à dire que les actionnaires constituent une société et donc à partir de ce moment-là, c'est leur intérêt exclusif qui doit être défendu. Cette thèse-là est généralement mise de côté au profit d'une autre thèse qui consiste à dire que les actionnaires, tout comme les administrateurs, doivent défendre d'autres intérêts que l'intérêt des actionnaires. Il y a les intérêts des fournisseurs, des créanciers, des tiers, de la société dans son ensemble. Par rapport à la définition de la Cour de cassation, on voit qu'on met en évidence la protection des associés futurs. Donc même si on parle d'associés, on tend à considérer, sur base de l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation, que d'autres intérêts que celui des associés doivent être assurés. Alors, par rapport au nouveau code, le nouveau code, vous l'avez vu, vous le voyez sur le slide, aborde l'intérêt social en faisant référence parfois à l'intérêt social, parfois à l'intérêt de la société. Dans les modifications par rapport à la référence à l'intérêt social, au niveau des clauses d'inaliénabilité, auparavant, il fallait que ces clauses soient conformes à l'intérêt social. Suppression dans le nouveau code de cette notion d'intérêt social pour la remplacer par un intérêt légitime. Alors, qu'est-ce que l'intérêt légitime? Bonne question. Certainement que la jurisprudence permettra de clarifier cette notion. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que cette appréciation ne devra plus se faire sur base de l'intérêt social. Et ce que nous dit l'exposé de loi, c'est que l'intérêt légitime devra être apprécié à l'aune de la durée de la clause. Alors, la conformité de l'intérêt social, généralement, on en faisait référence, en tout cas dans les conventions de vote et les clauses d'inaliénabilité, sur l'importance qu'elles soient conformes à l'intérêt social à tout moment. Suppression de cette référence à tout moment, l'appréciation ne doit plus se faire qu'à un seul moment, à savoir celui où il y a la conclusion de la convention ou la rédaction de la clause. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait d'intérêt social, on parle d'intérêt de la société. Est-ce que ce sont des notions différentes? À mon sens, ce sont des synonymes. Lorsqu'on examine la version néerlandaise, on parle de vennootschap, belang ou belang van vennootschap.
intérêt de la société. Je pense qu'il s'agit plutôt d'erreurs de traduction. Il serait bien que le nouveau code utilise un seul concept pour éviter des ambiguïtés, des discussions doctrinales à cet égard. Alors, on sait tous qu'une société, désormais, doit défendre un intérêt qui est supérieur à celui des actionnaires, qui est différent de ses propres intérêts. Il y en a d'autres à respecter. Cela est consacré dans d'autres dispositions du Code. On aurait pu penser que la définition de la société aurait pu faire référence à cet intérêt supérieur à respecter, mais cela n'est pas repris non plus dans le nouveau Code. Au niveau des notions, désormais, la notion de personnel est définie. Le personnel, il y a certaines règles qui permettent au personnel d'acquérir des titres représentatifs du capital avec des régimes particuliers. Auparavant, c'était les travailleurs sous contrat de travail. La notion de personnel est étendue aux travailleurs, aux dirigeants, qui ont un statut d'indépendant, ainsi qu'aux sociétés de management. Donc, c'est quand même une modification qui est importante au niveau du champ d'application de ces régimes spécifiques. En ce qui concerne la computation des délais, il n'y avait pas de règles de computation des délais dans le Code des sociétés. Donc, à défaut de règles particulières, la doctrine considérait qu'il fallait avoir égard aux dispositions du Code judiciaire. Pour éviter désormais toute discussion, il y a une règle de computation des délais qui va être intégrée dans le nouveau Code. Je l'ai reprise ici sur les slides. Soyez bien vigilants dans le cadre de la pratique du nouveau Code, puisque désormais on a harmonisé les règles en matière de société, association et fondation. Eh bien, on a également harmonisé et donc modifié certains délais. J'en ai repris certains sur le slide. Alors, dernier élément à évoquer avec vous, on sait bien, on pratique tous, que les courriers ont été progressivement remplacés par les mails. Tout ce qui est échange électronique est devenu omniprésent et le nouveau Code a voulu être sensible à cette réalité au moyen de deux nouvelles dispositions. D'une part, une disposition qui concerne la personne morale et qui prévoit la possibilité d'intégrer dans les statuts la référence à un site internet, à une adresse e-mail. Ce n'est pas une contrainte. C'est une faculté, c'est obligatoire uniquement pour les sociétés anonymes. Quelle sera la conséquence d'intégrer un site internet ou une adresse e-mail dans les statuts? Ce sera de conférer un caractère officiel à cette adresse e-mail, à ce site internet, et cela aura donc une utilité, puisque quand un administrateur, un actionnaire enverra un mail à l'adresse concernée, eh bien, cela sera censé avoir été effectué correctement. Au niveau des modifications d'adresse e-mail et de site internet, petite parenthèse, possibilité de procédure allégée, modification des statuts qui pourra se faire sans intervention du notaire. Et enfin, la communication d'une adresse e-mail par les administrateurs, actionnaires, commissaires, etc. à la société. Cette communication permettra à la société de leur adresser certains documents, certains courriers directement à l'adresse qui a été communiquée et à nouveau de conserver, de consacrer un caractère régulier par rapport à ce mode de communication. J'ai repris également dans le slide certains exemples en matière de convocation, lorsqu'il y a le droit de préférence qui doit être respecté, dans le cas d'une augmentation de capital, etc., eh bien, la communication pourra se faire par le biais de la voie électronique. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et je vais laisser M. David Zafran vous parler des règles spécifiques en matière de société cotée. Au revoir. Bonjour, je vais vous entretenir pendant que le café refroidit. Je vois que certains souhaitent prendre le café à la pause qui était prévue. On m'a demandé de vous entretenir de la notion de société cotée et en particulier des incidences en droit des sociétés. Donc je n'évoquerai pas ici les autres dispositions qui résultent du droit financier, par exemple en matière de réglementation sur les abus de marché, délit d'initié ou en matière de prospectus. Lorsque l'on regarde la définition actuelle de société cotée à l'article 4 du Code des sociétés, on retrouve des sociétés dont des titres sont cotés sur un marché réglementé. Donc c'est une notion plus large que sociétés dont des actions sont cotées, puisqu'il suffit d'émettre des obligations sur un marché réglementé pour être considéré aujourd'hui comme faisant partie de la catégorie de sociétés cotées. Et il m'est arrivé dans la pratique de rencontrer plusieurs sociétés cotées qui s'ignorent,
hein, et ça s'explique par différentes situations. On a beaucoup de filiales de groupes étrangers, des multinationales dont en général la maison mère voit ses actions cotées sur un marché. La filiale belge en général est détenue à 100% par la maison mère, mais il arrive que cette filiale émette des obligations sur un marché réglementé et soit dès lors aussi tenue de respecter toute une série de règles, comme par exemple l'obligation de constituer un comité d'audit, l'obligation d'inclure certaines mentions supplémentaires dans le rapport de gestion, par exemple sur le contrôle interne ou la gestion des risques, et bien sûr l'obligation de nommer un commissaire qui est soumis à une série de règles supplémentaires lorsqu'il s'agit d'auditer les comptes d'une société cotée. Alors, dans ce contexte, le projet de code des sociétés, déjà dans sa version du 20 juillet 2017, envisage de réduire et de restreindre la notion de société cotée à celle dont seules des actions, ou des parts bénéficiaires ou des certificats sont cotés sur un marché réglementé. Il faut tenir compte dans cette hypothèse d'une série de dispositions qui résultent du droit européen, et vous retrouverez plus de détails dans une contribution de la revue pratique des sociétés du mois de juin de l'année passée, et bien entendu, comme l'a relevé également le Conseil d'État dans son avis d'octobre, il y a une série de dispositions qui continuent à s'appliquer aux entités d'intérêt public. Les entités d'intérêt public sont les sociétés dont des titres sont cotés sur un marché réglementé. Ça, c'est la définition qui résulte de la directive européenne 2006/43 sur le contrôle légal des comptes, qui, depuis la loi de novembre 2017, donc qui est ultérieure à la première mouture du nouveau Code des sociétés approuvé en juillet, s'étend non seulement aux titres cotés sur un marché réglementé au sein de l'Union européenne, les 28 États membres, mais aussi dont les titres sont cotés au sein de l'espace économique européen. Et donc, il suffit qu'une société mette des obligations en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande pour qu'elle soit considérée comme une société d'intérêt public. Cela concerne également les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les organismes de liquidation tels qu'Euroclear ou Bank of New York Mellon en Belgique. Donc je pense que c'est important de retenir que toute une série de dispositions vont continuer à s'appliquer à des sociétés dont des titres autres que des actions sont cotés sur un marché réglementé. En ce qui concerne les différentes dispositions applicables aux sociétés anonymes qui sont cotées, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, il y a le droit de vote multiple qui est surtout destiné à favoriser l'actionnariat à long terme. Il y a également le système de gouvernance qui pourra à l'avenir adopter la forme dualiste, mais une forme dualiste plus poussée que celle que nous connaissons aujourd'hui avec le comité de direction, puisque le dualisme implique l'incompatibilité des mandats exercés dans le futur conseil de direction ou conseil de surveillance. Une exception reste prévue en ce qui concerne les établissements de crédit, puisque dans ces établissements, le comité de direction doit faire partie du conseil d'administration en vertu de la loi de 2014. Ce sera aussi intéressant de faire le lien avec le nouveau code de gouvernance d'entreprise pour sociétés cotées. Vous l'avez sans doute vu, il est soumis à consultation publique jusqu'au 28 février. Et une des questions qui pourrait se poser est de savoir si la définition d'administrateur indépendant que l'on retrouve aujourd'hui dans le Code des sociétés se retrouverait uniquement dans le Code de gouvernance d'entreprise. Le droit européen le permet puisque les directives imposent uniquement la présence d'un administrateur indépendant dans le comité d'audit, mais sans définir cette notion au niveau européen. En ce qui concerne les sociétés anonymes, toujours, la possibilité d'émettre des obligations, et notamment si celles-ci sont émises exclusivement à l'étranger, la possibilité que ces obligations soient aux porteurs. À nouveau, ces sociétés seront considérées comme des entités d'intérêt public soumises à une série de règles. Alors, quelles sont les nouvelles règles qui s'appliquent aux sociétés cotées et aux autres entités d'intérêt public? Notamment des règles de transparence accrues en matière de développement durable. Mon collègue Jean-Marc Gollier enseigne ici la responsabilité sociétale des entreprises. Frédéric l'a évoqué aussi tout à l'heure, l'obligation de faire rapport sur les matières environnementales, sociales, anticorruption, droits de l'homme. C'est peut-être aussi une illustration d'une notion plus large de la notion d'intérêt social,
puisqu'on s'adresse également à une série de parties prenantes qui ne sont pas nécessairement les actionnaires. Et vous voyez sur ce tableau qu'une série de mentions supplémentaires sont requises dans le rapport de gestion, notamment pour les sociétés cotées, mais avec des champs d'application divers. Par exemple, les informations non financières s'appliquent à toute société dont des titres sont cotés. Par contre, l'obligation de faire rapport sur l'application des codes de gouvernement d'entreprise ne s'applique qu'aux sociétés dont les actions sont cotées. De même que pour le rapport de rémunération, au sens de l'actuel article 96 du Code des sociétés. Et alors, il faut également tenir compte, depuis la loi du 11 septembre 2017, d'un autre rapport de rémunération, introduit, lui, à l'article 100 du Code des sociétés, qui ne concerne pas les sociétés dont les actions sont cotées, mais celles dont l'actionnaire de contrôle est un pouvoir public. Donc, c'est encore une notion différente d'entreprise publique autonome. Et donc, dans le Code des sociétés, on trouve actuellement des rapports de rémunération qui recouvrent des acceptions différentes, et sans parler des sociétés soumises, par exemple, à certains décrets régionaux. Je pense à des intercommunales ou des organismes d'intérêt public soumis au Code de la démocratie locale en Wallonie, qui requerra également un rapport de rémunération, un troisième type de rapport de rémunération, à ne pas confondre à ceux réservés aux sociétés dont les actions sont cotées. Alors vous retrouverez dans les slides quelques tableaux qui résument les principales différences selon que des actions sont cotées ou d'autres titres que des actions sont cotées, puisque les obligations ne sont pas les mêmes. Et ces tableaux ont surtout pour vocation de montrer quelle est la marge de manœuvre du législateur belge, quelles sont les exigences résultant du droit européen et pour lesquelles le nouveau Code des sociétés devra maintenir une série d'obligations. Le fait, par exemple, que la diversité des genres a été introduite en 2011 avec l'exigence d'atteindre un tiers de genres différents dans les conseils d'administration. Mais ça ne résulte pas d'une directive européenne, malgré des tentatives depuis 2013 au niveau européen qui n'ont pas abouti. Et donc le champ d'application actuel concerne des sociétés dont des titres sont cotés et pas seulement des actions. Donc là, il y a toujours une marge de manœuvre par rapport aux exigences européennes. Le fait que la notion d'appel public à l'épargne soit supprimée dans le nouveau projet de code peut également avoir une série de conséquences. Parfois de réduction du champ d'application, ou comme pour les conflits d'intérêts personnels d'un administrateur ou d'un membre de la direction. Ici, il y aura plutôt une extension de l'interdiction de participer à la délibération ou au vote, qui aujourd'hui est une règle qui est limitée aux sociétés qui font appel à l'épargne publique, mais qui sera étendue à toute société, qu'elle soit d'ailleurs cotée ou non dans la première mouture du Code des sociétés. Vous verrez ici également dans le tableau toute une série de dispositions qui résultent de la notion d'appel public à l'épargne, une notion qui est amenée à disparaître, mais l'obligation, par exemple, d'organiser un squeeze-out, la cession forcée des titres, au-delà de 95% des titres résultant des directives européennes, sera maintenue pour les sociétés cotées, de même que l'obligation d'inscription préalable aux assemblées générales et l'obligation d'indiquer les propositions de décision dans les convocations à l'Assemblée générale. En ce qui concerne les états financiers, la plupart des dispositions résultent des directives européennes, soit la directive 2006 sur le contrôle légal, soit la directive de 2013 sur les comptes annuels ou de 2014 sur les informations non financières. Et vous voyez dans ce tableau, par exemple, que les mentions dans le rapport de gestion sur la gouvernance d'entreprise, le rapport de rémunération, les participations importantes et la diversité des genres hommes-femmes ne concernent que les sociétés dont des actions sont cotées. À cela viennent s'ajouter également des mentions obligatoires sur la diversité qui résultent de la loi du 11 septembre et qui, elles, concernent des grandes sociétés cotées, celles qui atteignent 250 travailleurs équivalents temps plein en moyenne annuelle. Enfin, en ce qui concerne le contrôle légal des comptes, également depuis 2006, depuis 1984, 2006 et depuis la réforme de l'audit en 2014, la plupart des règles résultent du droit européen et s'appliquent aux sociétés dont des titres sont cotés, donc pas uniquement des actions, cette notion élargie d'entité d'intérêt public,
pour lesquels il faut nommer un commissaire, même si on n'atteint pas les critères de taille fixés à l'article 15 actuel du Code des sociétés, pour lesquels le comité d'audit devra faire des propositions de nomination, le cas échéant, après avoir organisé un appel d'offres en vertu du règlement européen de 2014 en ce qui concerne les entités d'intérêt public pour le renouvellement des mandats de commissaire au-delà de 9 ans. Donc, l'objet de mon propos consistait ici surtout à retracer un peu ces différentes notions de société cotée, soit la notion restreinte, la notion étendue, le lien avec la notion d'entité d'intérêt public, pour déterminer aussi quelle est la marge de manœuvre du législateur compte tenu des contraintes européennes. Merci beaucoup pour votre attention.